Donc, bonsoir à tout le monde. Euh, on a un lundi de l'EFC aujourd'hui qui a lieu un mardi, hein. Ça, c'est pour la joie des jours fériés du mois de mai, toujours organisé par l'Institut européen de l'EFC, avec des témoignages d'entreprises ou alors l'entreprise entendue au sens où on l'entend quand on parle d'EFC, c'est-à-dire pas forcément des entreprises d'un format classique, mais qui peuvent être une association, une coopérative, enfin, quel que soit son format juridique, en tout cas une organisation qui développe des activités avec des activités que nous, on appelle économiques, hein, qu'il faut financer d'une façon ou d'une autre, que ce soit sous forme de vente ou autre chose. Je prends toutes ces précautions-là parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que l'association ou la structure dont on va parler vende des produits ou des services à des bénéficiaires. J'ai cru comprendre que c'était un petit peu différent de ça. Patricia Chabagoiti nous expliquera ça tout de suite dans quelques instants. Il y a une petite différence par rapport à d'habitude parce que, en fait, cette structure a mené un projet, donc cette structure qui s'appelle l'ASAD, donc Patricia qui est présente là, en est la directrice. Et en fait, ce n'est pas une structure dont le dirigeant a été accompagné d'un point de vue EFC, en fait. C'est un autre parcours, finalement, qui a été suivi dans ce cadre-là, avec au départ un programme de prévention des risques. Donc, quelque chose, je pense que Patricia va nous expliquer, mais si j'ai bien compris, qui est quelque chose d'assez cadré, en fait, qui a amené Aude Jonville, qui est également présente et qui est ergonome, qui est intervenante ergonome, donc à participer à ce programme, à intervenir dans le cadre de ce programme. Et il se trouve que Aude est également formée à l'EFC, membre de la communauté des accompagnateurs EFC, et a permis de révéler un certain nombre de choses dans le cadre du travail qui a été mené qui vont nous intéresser au regard justement du référentiel EFC et de ce qui nous mobilise et nous rassemble aujourd'hui ce soir. Donc, on va écouter Patricia qui va nous présenter ce programme et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est déroulé autour de ça. Donc, Patricia Chabagoiti, directrice de la SAD. Aude complétera pour mettre en exergue quelques éléments complémentaires. Et puis ensuite, comme les fois précédentes, on fera un tour de table qui permettra de clarifier peut-être certains points ou de commencer quelques échanges. Et puis Sandro nous apportera son éclairage en s'appuyant bien sûr sur le référentiel de l'EFC. C'est enregistré donc, et puis il me reste à passer la parole à Patricia pour son témoignage. Bonsoir, je la prends alors. Je vous remercie. Je suis donc la directrice de l'ASAD. C'est une association d'aide à domicile. Je suis la directrice depuis 20 ans de cette structure. Et cette structure existe depuis les années 1970. La solidarité, le respect, la dignité des bénéficiaires sont les valeurs autour desquelles cette association a vu le jour. Toujours fidèle à ces valeurs, l'actuel conseil d'administration bénévole, constitué d'une présidente, d'un vice-président, d'un trésorier, d'une secrétaire et d'administrateurs, s'engage pour l'amélioration de la qualité de la prestation que nous servons à nos usagers, tout en s'efforçant de garantir de bonnes conditions de travail à ses salariés. Les salariés, donc intervenant auprès de bénéficiaires âgés en perte d'autonomie, sont au nombre de 100 dans notre association, 100 personnes en CDI qui représentent environ 80 équivalents temps plein. Les temps de travail des salariés vont du temps plein à des temps partiels parfois bas, mais dans l'ensemble, les temps partiels sont plutôt choisis dans notre association. L'organisation du travail qui est choisie est la modulation du temps de travail. Les salariés interviennent au domicile donc de 500 bénéficiaires environ, autour de la commune centrale qui est celle d'Oloron-Sainte-Marie. On réalise des activités d'accompagnement aux actes essentiels.
quotidiens, l'aide au lever, l'aide à la toilette, l'aide aux courses. Et on intervient aussi pour les actes ordinaires de la vie courante, c'est-à-dire l'entretien du cadre de vie. On intervient sur une trentaine de communes, je ne pense pas l'avoir dit, autour d'Oloron. Donc, ça sous-entend des déplacements importants de non-salariés pour se rendre quotidiennement et plusieurs fois par jour dans les domiciles de ces bénéficiaires. Les interventions de nos salariés sont relativement fractionnées et sont d'une durée d'environ 1,3 heures par bénéficiaire, chez chaque bénéficiaire, avec des demandes de plus en plus pressantes aussi par les autorités de tarification de réaliser des prestations de plus en plus courtes et d'une demi-heure, auxquelles nous répondons aujourd'hui de manière très, très exceptionnelle, car elles dégraderaient les conditions de travail de nos salariés. Notre règle aujourd'hui, c'est d'intervenir plutôt pour des prestations au minimum d'une durée d'1 heure. Notre association était initialement organisée en 2 grands territoires, puisque le territoire, c'est vraiment un point central chez nous, puisque les salariés travaillent au domicile des bénéficiaires. Initialement, notre association, elle était organisée en 2 grands territoires, et nous avons souhaité redécouper ces territoires pour créer de plus petits territoires et des plus petites équipes de travail, pour aussi permettre qu'il y ait moins de déplacements. Et donc, aujourd'hui, nous avons 4 secteurs avec, sur chacun des secteurs, des équipes de travail de salariés de terrain qui sont encadrées par un responsable de secteur. Ces derniers, les responsables de secteur, sont chargés de l'évaluation des besoins du bénéficiaire, de la mise en place du suivi et de la prestation au domicile de ces bénéficiaires, ainsi que de l'encadrement des salariés de terrain. Nous avons aussi donc dans notre association 2 hôtesses d'accueil, une chargée de paie, de facturation, de comptabilité, enfin toute la partie logistique nécessaire au fonctionnement d'un service, mais aussi une responsable de secteur en charge spécifiquement du recrutement. Et depuis 2013, nous avons une chargée de qualité-sécurité. Ce poste intermédiaire entre l'administratif et le terrain avait été proposé à Flora en 2013, donc. Flora était une auxiliaire de vie sociale qui travaillait sur le terrain et qui avait été accidentée du travail. Et il nous semblait intéressant de pouvoir créer ce poste intermédiaire entre la fonction de terrain et la fonction administrative, car les responsables de secteur n'ont pas tout le temps les compétences et les connaissances en termes d'appareillage dont on a besoin pour faire face à la dépendance. Et elles ne connaissaient pas suffisamment la réalité du travail au domicile des bénéficiaires. Il leur était donc parfois difficile aux responsables de secteur de proposer les aménagements nécessaires à la poursuite des prises en charge. Et donc, les salariés de terrain devant s'adapter. Nous avions donc fait le choix à ce moment-là d'intégrer cette nouvelle fonction pour nous aider dans les situations de dépendance. C'était assez nouveau et je n'avais pas de collègues dans les autres services adhérents à la même fédération nationale qui faisaient ça. Notre président avait été sensible à cette question et nous avions donc proposé cet aménagement de poste. Tout ça pour vous dire que la préoccupation de la santé au travail était présente de longue date dans mon esprit, en tout cas, et dans notre association, mais qu'à ce moment-là, en tout cas, elle n'était pas partagée et qu'elle n'était pas intégrée dans nos fonctionnements. Nous mettions en place pas mal d'actions de formation, comme des actions qui s'appellent l'APS, c'est l'acteur préventeur secours adapté au secteur de l'aide à la personne. Nous mettions en place les recyclages, nous mettions en place des formations d'aide à la toilette, de gestes et postures, mais malgré ça, il n'y avait pas d'effet et notre taux d'absentéisme et de sinistralité augmentait quand même d'année en année. Nous avons un CE et un CHSCT. Et donc, aux réunions trimestrielles auxquelles participait notre préventeur CARSAT, le préventeur CARSAT participait régulièrement à ces réunions et se rendait bien compte que nous souhaitions engager dans ces démarches de prévention et que nous souhaitions progresser, mais nous avait donc proposé d'intégrer le programme de prévention Aidant Aidé qu'il finançait avec un cofinancement du conseil départemental.
ce que nous avons d'abord refusé et repoussé et puis accepté un an après. Car on savait que la démarche serait lourde et au moment où cela nous avait été proposé, nous n'étions pas disponibles pour pouvoir mener à bien cette démarche. En répondant favorablement à cette proposition de la CARSAT, nous cherchions à trouver des solutions pour baisser l'accidentologie et l'absentéisme. Et ce programme prévoyait en plus l'intervention d'un cabinet extérieur, ce qui nous plaisait. Et c'est donc dans ce cadre qu'Aude a réalisé notre accompagnement avec le cabinet Antéis. Ayant beaucoup de turnover et d'absentéisme, la question première qui a été traitée avec Aude était la question de l'accueil des nouveaux entrants, puisqu'elle était essentielle finalement, puisque nous avions affaire à beaucoup de turnover, comme je vous ai dit. Nous avons donc réfléchi d'abord à notre procédure d'accueil avec une redéfinition des étapes et du qui fait quoi, ce qui a permis de sécuriser la bonne application de la procédure tout d'abord et de s'assurer que toutes les étapes soient bien réalisées, mais surtout d'intégrer la question de la santé dès l'accueil du nouveau salarié. Par la participation de Flora, donc l'AVS qui avait été reclassée, dans plusieurs étapes de cette procédure d'accueil. Cette redéfinition de la procédure a aussi vraiment permis en interne de faire du lien entre les différents personnels du service administratif qui sont impliqués dans l'accueil du nouveau. Le deuxième point sur lequel nous avons été accompagnés et sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec Aude a été le point de l'évaluation des risques sur les lieux de travail. Les lieux de vie privée de nos bénéficiaires deviennent les lieux de travail de nos salariés, sur lesquels nous devons avoir un droit de regard en tant qu'employeur, devant assurer la protection de nos salariés. Un travail d'élaboration d'une grille de repérage des risques a été mené avec les responsables de secteur. Cette grille est maintenant complétée par eux à chaque admission de nouveaux bénéficiaires. Le responsable de secteur relève les points à améliorer dans les domiciles, discute ces modifications avec les bénéficiaires, avec ses familles, avec leurs familles. Ces demandes d'amélioration peuvent maintenant devenir des prérequis à nos interventions, ou bien doivent se mettre en application selon un délai que le service laisse aux bénéficiaires. Les responsables de secteur ont maintenant complètement intégré la question des risques professionnels dans leur visite d'évaluation. La chargée de sécurité se charge ensuite du suivi de la mise en place de ces actions. La chargée de sécurité, c'est Flora, notre AVS notre AVS reclassée. Elle se charge du suivi, de la mise en place des actions. C'est elle qui revient vers les familles et vers les intervenants de terrain afin de savoir si les demandes d'amélioration ont bien été mises en place. Si elles ne l'ont pas été, pourquoi? Et si oui, est-ce qu'elles sont convenables pour les intervenants de terrain? Par cette réorganisation, le travail de la référente sécurité est mieux identifié par les personnels de terrain et devient aussi une ressource, un soutien pour les responsables de secteur. Ici encore, ce travail a permis de créer du lien entre les responsables de secteur, la chargée de sécurité, et ainsi qu'avec les intervenants de terrain qui se rendent compte que nous sommes prévenants envers eux et soucieux de leurs conditions de travail. Ils deviennent de ce fait plus sensibles à la possibilité de nous remonter leurs difficultés. Ces remontées se font par la mise en place de réunions de secteur entre les équipes de travail. Elles sont animées par les responsables de secteur au rythme d'une tous les mois et demi. Elle se faisait avant, il y a quelque temps, une fois par trimestre et elle traitait en fait de sujets descendants. Ces temps n'étaient pas pertinents, pas suffisamment pertinents. Ils le deviennent aujourd'hui, ils deviennent maintenant plus participatifs et traitent de problématiques de terrain. Les salariés se réunissent avec des collègues du même secteur. Ils disent être maintenant plus en confiance pour remonter leurs difficultés. Ces réunions se faisaient par le passé dans une grande salle en dehors de nos locaux. Elles se font maintenant dans une petite salle en proximité de nos bureaux administratifs.
Cela crée du passage, des interactions, ça recrée du lien entre le terrain et les bureaux. Grâce à ces temps, les intervenants ne restent plus seuls face à leurs difficultés, car il y a ce que le bénéficiaire demande en première intention lors de la première visite de mise en place, et puis il y a ce qu'au fil du temps et de la relation qu'il s'instaure, il demande vraiment aux salariés. Cela peut être discuté pendant ces temps d'échange et cela permet aux salariés de partager, de décharger et parfois de modifier certains agissements ou bien de les poursuivre malgré les imperfections, mais en tout cas en équipe et ensemble, après en avoir discuté. Cette capacité d'écoute par les responsables de secteur s'est mise en place petit à petit, après qu'un temps de travail leur ait été dédié à eux aussi, les encadrants, car le poste de responsable de secteur est dans nos structures très stratégique. C'est un poste sur lequel pèse beaucoup de pression, du fait des absences de terrain, des salariés de terrain, des plannings à remanier quotidiennement, des demandes des bénéficiaires, des mécontentements des bénéficiaires. Et donc, ces postes sont parfois les oubliés aussi de nos services. C'est aussi vers les responsables de secteur que se posent toutes les questions des limites professionnelles pour nos intervenants, desquelles on ne sait pas comment s'extirper parfois, ou bien des situations de bénéficiaires qui ont besoin de notre aide, mais qui vivent dans des domiciles qui présentent des conditions de travail dangereuses pour nos salariés et sur lesquelles il est difficile d'agir. Et avec, jusqu'à présent, parfois un positionnement associatif pas franchement clair. Ainsi, un travail qui a été mené à l'aide avec Aude et intégrant la présidente de l'association a permis de clarifier la position de la structure dans ces situations et d'oser dire non aux situations qui ne sont pas les nôtres ou, si on les accepte, qui mettraient nos intervenants de terrain en difficulté. Dans ces cas où nous devons refuser les interventions, il nous faut les relayer, ces situations, nous appuyer sur le réseau des partenaires des autres professionnels. Et donc, un travail de recensement des situations problématiques ainsi que des partenaires ressources a été fait avec Aude et l'ensemble des salariés administratifs de l'association. On s'est rendu compte que peu de situations nous prenaient un temps colossal et usaient aussi bien nos salariés de terrain que d'encadrement. On s'est donc demandé comment les solliciter, nos partenaires, avec quels outils. Et ce travail doit être poursuivi, mais il nous a quand même permis de provoquer des échanges avec les évaluatrices du conseil départemental. Ce sont les personnes qui se rendent au domicile des bénéficiaires âgés pour leur allouer une allocation. Et ces évaluatrices se rendent au domicile en première instance et se rendent compte, avant nous, de la vétusté des logements. Elles sont maintenant sensibilisées au positionnement de l'association et savent qu'elles devront parfois conseiller le passage d'autres professionnels avant nous, avant que notre association n'intervienne. Ce travail nous a aussi permis d'interpeller le centre médico-psychologique, car les situations de troubles psychiatriques sont de plus en plus nombreuses dans notre association. Nos intervenants font face à ce type de situation de plus en plus souvent et n'ont pas les clés pour savoir comment se comporter face à ces personnels. La seule formation ne suffit pas. Et donc, un travail a été initié avec le directeur du CMP, nous permettant à l'avenir de démarrer nos prises en charge auprès de ces personnels après que nous soyons allés chez ce bénéficiaire avec le CMP en duo pour que les équipes du CMP, elles, formées aux troubles psychiatriques, puissent nous en dire un peu plus sur les profils de ces bénéficiaires et sur la conduite à tenir chez le bénéficiaire que nous prendrons en charge ensemble. Voilà, ce sont deux exemples de partenariat extérieur, avec l'extérieur que nous avons mis en place dernièrement suite aux travaux avec Aude. J'imaginais peut-être vous donner quelques exemples aussi de comment aujourd'hui notre association a évolué et
réfléchis maintenant avant d'admettre ces bénéficiaires, mais peut-être qu'on n'a pas du tout le temps et que j'ai dépassé et je ne sais pas quelle heure il est. Où est-ce qu'on en est? Il est 28. Non, il n'est que 23, Patricia. Vous avez encore D'accord. quelques... Ouais. Tout Finir d'abord, tranquillement. oui, est-ce que je voudrais juste vous dire qu'en entrant dans ce programme de prévention, notre préoccupation, c'était d'intégrer la question de la prévention des risques à tous les niveaux de notre association. Qu'il me semble que c'est plutôt réussi. Mais il me semble aussi que ce programme, en fait, nous a mis autrement en mouvement les uns avec les autres, en interne, et aussi en externe, en fait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Vous vouliez nous donner un ou deux exemples de plus? C'était Oui, ça si, que vous avez hésité à faire? oui, si c'est encore possible, je voulais juste vous expliciter que avant d'être accompagnée dans le cadre de ce programme de prévention des risques, lorsque nos responsables de secteur se déplaçaient au domicile des bénéficiaires qui faisaient appel à notre association, on ne remettait pas souvent en cause le fait qu'on interviendrait chez ces bénéficiaires parce que notre association est là pour répondre aux besoins des bénéficiaires. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Dernièrement, nous avons rencontré, une responsable de secteur est allée à la rencontre d'un bénéficiaire qui fait appel à notre service et qui, a priori, ce bénéficiaire doit être atteint d'une pathologie type syndrome de Diogène, par exemple, peut-être. En tout cas, avec avec une problématique où la bénéficiaire, elle entasse tout dans son domicile. Et où jusqu'à présent, on aurait dit, bon, ben, on double nos équipes, on les fait intervenir à deux, elles vont se donner du courage. Et puis, voilà. Aujourd'hui, on a dit non, c'est pas pour nous. Ce type de prestation, c'est pas pour nous, mais c'est là, quand on dit non, qu'en fait, on a absolument besoin des ressources extérieures, des autres, des partenaires du réseau, et qu'on doit s'appuyer sur eux et qu'on doit coopérer avec eux pour que quand même, tout de même, cette bénéficiaire ne se retrouve pas sans solution à sa demande. On a trop souvent pensé qu'on était la dernière solution des bénéficiaires ou qu'on était la solution. Et finalement, en faisant ça, ce sont nos salariés qui, au bout du bout, s'adaptaient et trouver des solutions et donner des réponses à nos bénéficiaires. Mais voilà, ce programme, en tout cas, il a bien fait changer notre façon de nous positionner, mais aussi parce que la présidente a fait partie de ces travaux, parce que la présidente a donné aussi des directives claires et que du coup, on est bien plus à l'aise avec ces directives pour savoir dire non maintenant à ces demandes de bénéficiaires. C'est très clair. Merci beaucoup, Patricia. Donc, quelques mots de Aude, je crois, pour compléter avec un petit schéma ou un gros schéma. Alors, donc, je vous partage mon écran. Hop. Là, et je vais mettre en... Là, vous voyez? Très bien. Donc, un schéma pour reprendre ce qu'a dit Patricia et le mettre comment dire, en parallèle avec le référentiel, certains éléments du référentiel EFC. Donc là, on a l'organigramme de la SAD que Patricia vous a présenté. Et donc, il me semble qu'il y a eu vraiment tout au long de ce projet à la fois un développement des ressources immatérielles en interne et des questions de coopération.
Donc, Patricia a bien présenté l'ensemble des évolutions, donc je vais les reprendre un peu rapidement. Donc, il y a déjà la question de la confiance des intervenantes vis-à-vis de la structure à travers tout le programme qui a été mené, et du coup, le développement des réunions de secteur qui sont beaucoup plus réflexives. On a fait un bilan là au mois de mars, et c'est vrai que les responsables de secteur disaient qu'avant, ils étaient beaucoup plus sur des réunions descendantes thématiques. Alors que maintenant, les intervenantes parlaient beaucoup plus des situations qui posaient des difficultés. Et il me semble qu'autour de ça, il y a vraiment une compétence collective qui se développe là, à rechercher ensemble des solutions, à analyser ensemble les situations, et que les intervenantes ne sont plus seules à apporter des situations difficiles. Ça s'est permis aussi grâce au changement de posture et d'écoute des responsables de secteur qui ont vraiment, tout au long du projet, là, ils le disent que la question de la santé, c'est vraiment rentré dans leurs préoccupations, donc la question des conditions de travail. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important qui a évolué. Ensuite, il y a aussi une histoire de compétences collectives entre les responsables de secteur et la référente qualité, santé, sécurité autour de la remontée des situations de terrain. Et ils ont mis en place des réunions mensuelles pour faire le suivi des situations. Et comme l'a dit Patricia, maintenant, les RS vont chercher la référente qualité, santé, sécurité, alors qu'avant, c'était plutôt elle qui les sollicitait. Donc là, il y a vraiment quelque chose entre les deux. Quelque chose qui va être plus pertinent au niveau de l'organisation, entre autres sur tout ce qui est accueil, intégration des nouveaux. Globalement aussi, Patricia avait évoqué qu'on a fait le bilan de quelque chose de beaucoup plus cohérent. Avant, elle avait donc cette question de la santé en tête, mais avec des actions qui étaient plus dispersées en quelque sorte, entre autres sur de la formation et puis sur la mise en place de cette référente. Donc là, quelque chose vraiment de cohérent avec toutes les actions qu'on a pu mener dans le programme. La question de la santé donc, qui s'est mise au cœur des préoccupations de tout le monde. Et par rapport à ce que je viens de présenter, vraiment de la question de la coopération horizontale qui s'est développée entre les différents acteurs, et également coopération verticale entre donc intervenants RS direction, et même jusqu'à la présidente qu'on est allé chercher sur les situations limites. Et que ça a vraiment permis de re-questionner, de aussi développer la coopération externe, donc avec beaucoup plus d'interactions avec bénéficiaires et familles pour essayer d'ajuster mieux la prestation, et tout le travail autour des partenaires dont Patricia a parlé, sur lequel je ne vais pas revenir, mais qui est donc à poursuivre pour vraiment essayer d'apporter une complémentarité sur les prestations, en particulier celles qui peuvent être un peu limites par rapport à des questions de glissement de tâches ou des problématiques psychiatriques qui sont très complexes et où il y a besoin d'acteurs complémentaires. Voilà en synthèse pour revenir sur ce que Patricia a présenté et faire lien avec des éléments de FC. Merci beaucoup, Aude. Donc, moi, j'ai l'impression aussi, au travers de ces complémentarités, et Sandro me dira si je dis des bêtises ou pas tout à l'heure, que finalement, grâce à ces complémentarités et parce qu'il y avait cet objectif de santé au travail, finalement, c'est développé également des prestations plus pertinentes vis-à-vis des bénéficiaires. Voilà, moi, c'est un petit truc comme ça là, qui me vient à l'esprit tout de suite, avant de passer la parole aux uns et aux autres. S'il y a un tour de questions et de réactions avant de donner la parole à Sandro. Qui souhaite réagir à ce bien, ouais. Ouais. Déjà, merci pour la présentation, en tout cas très détaillée. Et c'est vrai que on a vraiment pu percevoir le fil rouge, en tout cas de votre intervention, Patricia, où en fait, sur un levier, une problématique qui était la santé au travail, comment déjà on peut trouver un levier externe, et entre autres avec la CARSAT, d'en faire un enjeu, mais pas un enjeu uniquement de direction, un enjeu global de l'organisation. C'est-à-dire qu'en y mêlant autant la gouvernance
que les professionnels de terrain. Et en fait, ce levier a mis en mouvement l'ensemble de l'association. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur parce qu'en mettant en mouvement l'ensemble des parties prenantes, on voit, comme ça a été dit, des bénéfices qui sont à tous les niveaux. Et autant, en effet, pour les professionnels de terrain, qui sont vraiment pris comme des professionnels sur lesquels leurs remontées de terrain sont pris en compte. C'est-à-dire qu'on voit bien la dimension d'aller vers. C'est-à-dire que sur un travail qui est vraiment isolé, les prestations à domicile, comment on en a fait un enjeu pour qu'on refasse collectif autour de ça. Et c'est vrai que la dimension aussi organisationnelle en termes de réunion, c'est-à-dire de faire équipe, comment on se retrouve à un moment donné, malgré l'isolement permanent en fait, de ces fonctions. Et ça, c'est vraiment, en tout cas, pertinent en termes d'approche. Et aussi sur le fait de refaire ressources ensemble, comment ça nous permet aujourd'hui de poser nos limites d'intervention. Ça, c'est vraiment primordial et qu'on ne soit plus en permanence. C'est des métiers où on est sur une vulnérabilité finalement permanente, que ce soit au niveau des bénéficiaires, que ce soit au niveau des financeurs aussi, quand on voit les tarifs de payer en disant, voilà, dès qu'on demande des financements complémentaires, c'est assez compliqué. Donc, comment, en posant nos limites, on met aussi en mouvement des partenaires afin qu'ils prennent aussi leurs responsabilités. Et ça, c'est vraiment primordial parce que plus on est isolé, moins on est en confiance, moins on va s'appuyer sur les autres. Donc, le fait de poser ses limites d'intervention, on sait se positionner et à un moment donné, ça positionne les partenaires dans le cadre de la coopération. Et qui dit positionnement dit aussi réciprocité. Et la réciprocité, vous l'avez autant en interne, quand vous avez des professionnels qui remontent les éléments en réunion, et en externe, quand le CMP, bah oui, mais viens voir au domicile comment ça se déroule, quoi. L'aller vers, viens à l'aller vers. Et moi, pour moi, ça fait sens quand c'est du partenariat opérationnel qui est nourri et en direction des bénéficiaires finalement. Et c'est aussi, vous en avez parlé, mais ça replace aussi la famille autour du bénéficiaire en disant, voilà, on ne peut pas tout faire non plus. C'est-à-dire que c'est aussi un travail d'équipe à ce niveau-là. Donc, sur l'ensemble des parties prenantes, vous avez réussi à mettre en mouvement tout le monde. Donc, en tout cas, bravo. Moi, je n'ai pas de questions spécifiques, mais en tout cas, on voit bien, hein, l'aide à domicile, c'est souvent remonté sur des difficultés, du travail pénible, forcément, de l'isolement. Donc, comment on arrive à en faire une dynamique collective malgré cet isolement permanent? Voilà, bah, écoutez, continuez dans ce sens-là. En tout cas, vous avez fait un bon travail. Coopération et ressources immatérielles, en tout cas, ça fait sens. Et derrière, bah, c'est le projet associatif qui permet de consolider tout ça. Plus vous bornez les choses dans le temps, moins la vulnérabilité s'installera et moins derrière, les financeurs pourront dire bah non, j'ai pas assez. Non, va chercher pour qu'on puisse maintenir les prestations de qualité. Et ça fait sens pour les ressources humaines, forcément, parce que la prise en compte de la santé, derrière, c'est aussi une question de l'attractivité. Donc, on voit bien dans ces associations-là, des fois, c'est les plus gros employeurs des villages. Donc, le bouche à oreille aussi fonctionne beaucoup. Donc, forcément, c'est aussi, ça va faire ressources, ou ça fait déjà sûrement sur des professionnels qui souhaitent travailler dans votre association. Voilà. Merci beaucoup. Aude, peut-être qu'on peut arrêter le partage pour mieux se voir? Qu'est-ce que... Ou je ne sais pas si... Non, moi, je ne dois pas pouvoir... Là, pardon. Voilà, donc ça, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup, Aude. Isabelle.
Oui, bonjour Isabelle Bouler du Club Iné en Normandie. Merci beaucoup pour ce témoignage, ce partage sur ce que vous avez engagé et développé au travers de ce programme. J'avais une question qui rebondissait un petit peu sur ce qu'a dit Dominique et puis par rapport à ce qui avait été noté dans l'invitation. Donc, on voit très très bien tout ce qui a été redéveloppé là par Jean-Philippe Lavergne, tout le travail, est-ce que Aude, tu as présenté sur le développement des ressources immatérielles, les coopérations avec toute une dynamique qui s'est créée en interne comme en externe. Ma question, elle est plus du coup sur effectivement, parce qu'on l'a un petit peu deviné, mais du coup sur la notion des services rendus, l'évolution en fait du périmètre. On voit de ce que j'ai compris effectivement dans l'évolution du périmètre le fait que quelque part il y a vraiment un conseil qui se met en place pour finalement aussi améliorer les conditions dans le domicile. Alors on le voit au travers des enjeux que vous avez de santé au travail ou de sécurisation pour vous et puis je pense aussi de la personne. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments en fait dans les services rendus et comment aussi vous avez, est-ce qu'il y a eu une problématique et des actions ou des résultats dans la valorisation en fait, voilà, est-ce qu'il y a eu aussi des premiers pas, des petits pas dans la partie modèle économique de l'association? Voilà, c'était connaître aussi ce qui avait peut-être bougé sur ces parties-là pour mieux le comprendre. Pas facile de vous répondre. Qu'est-ce qui a bougé? Donc oui, la participation de Flora lors de l'étude de l'ensemble des dispositifs qui existent au domicile du bénéficiaire et qui peuvent ensuite être développés. Mais je sais pas, je pense que je vous ai pas bien comprise peut-être. Je sais pas si… en fait, c'était effectivement… Donc ça, je l'avais bien vu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez développées en termes de services rendus, en fait, ou qui sont nés aussi d'ailleurs de toute la démarche de coopération, d'échange, de partage, de structuration que vous avez mis en place, qui ont amené en fait à faire bouger le service que vous rendez au domicile des personnes, à y ajouter d'autres services ou les faire autrement ou… Oui, alors en ajouter, non, c'est plutôt à l'inverse pour le coup, parce que oui, j'ai compris. puisque pour le coup, on est plutôt tout le temps en limite professionnelle et les carences de soignants sur nos territoires font que bien souvent nos AVS se retrouvent à réaliser des missions qui ne sont pas les nôtres et qu'aujourd'hui plutôt le fait d'avoir fait ce travail et de savoir nous affirmer aujourd'hui sur nos limites et nous permet plutôt plus facilement d'aller rechercher les autres professionnels du soin, on va dire, quand il s'agit de leur responsabilité de réaliser telle ou telle activité et que ce n'est plus de la nôtre. Et là, clairement, je trouve que ça remet tout le monde, comme disait monsieur tout à l'heure, ça remet tout le monde face à ses responsabilités et nous ne sommes pas le service qui peut tout assumer. Pas plus tard que vendredi, nous avions un bénéficiaire chez qui revient d'hospitalisation et qui revient avec une poche d'urine. Nos intervenants se retrouvent à vidanger la poche à urine parce que l'infirmier ne peut pas passer plus qu'une fois par jour. Et sauf que la vidange d'une poche à urine, c'est bien un acte infirmier et non pas un acte qu'une auxiliaire de vie doit réaliser. Donc là, clairement, la coopération, c'est là qu'elle entre en ligne de compte et c'est là que on va chercher l'infirmier pour échanger avec lui et lui dire que, ok, il ne peut pas passer plus qu'une fois par jour. Pour autant, nos AVS qui viennent en effet plus qu'une fois par jour ne pourront pas réaliser cet acte. Et donc, il faut bien trouver une solution autre que demander à nos intervenants de le faire. Et c'est ça que ça change aujourd'hui pour nous. Voilà. Mais je ne réponds pas à votre question, peut-être. Hein. Si, c'est parce que elle était posée plutôt en logique de service ajouté, mais pour moi, derrière ce que vous décrivez là, oui, il y a je suis d'accord. Une vraie valeur, en fait, oui, bien différente. Sûr, bien sûr, oui.
Et c'était On est cette bien. notion de valeur, parce que finalement, le fait de poser le cadre et les limites, d'aller chercher d'autres acteurs, je pense que ça apporte une valeur à l'ensemble du travail collectif au service des personnes. Enfin, il y a quelque chose derrière. Bien sûr. Oui, du point de vue du bénéficiaire, clairement, l'acte soignant doit être réalisé par un soignant. Et en effet, jusqu'à présent, parfois, on a pu accepter de faire ce genre de choses. Mais là, pour le coup, en effet, ça ne, c'est pas satisfaisant parce qu'en faisant ce qu'on faisait jusqu'à présent, on masque les carences et du coup, on ne dévoile pas la vraie réalité et où chacun doit prendre sa place. Et en effet, le bénéficiaire est gagnant au final parce qu'il est assuré d'avoir une prestation de service à la hauteur de celle qu'il doit attendre. Et puis, comme vous dites, il y a quelque chose d'une forme de responsabilisation et de prise de conscience aussi. Oui. Pour effectivement plutôt ne pas cacher les choses, mais être acteur de quelque chose qui est responsable vis-à-vis de l'ensemble des acteurs finalement. Oui, clairement. Et ça c'est très immatériel, c'est sans doute pas très visuel, mais je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important, parce qu'on pourrait décrire les choses comme vous le décrivez parfois par on fait plus ou on ne fait pas, alors qu'en fait vous faites autre chose qui a énormément de valeur, quoi, c'est ça. Voilà. Oui, on ne fait plus, mais on met en place la coopération nécessaire pour que ça se fasse. Oui. Voilà. Et dans tout ça, il y a la question du travail réel de l'intervenante qui est complètement entendue et les acteurs qui se mettent autour de la table pour dire comment on fait. Alors qu'avant, c'était plutôt, oui, c'est comme ça, on est la dernière roue de la charrette et on ne sait pas comment faire parce qu'il n'y a personne d'autre qui font. Donc là, il me semble que ça a vraiment mobilisé différents acteurs dans l'association pour faire face à ces situations dans lesquelles qui peuvent vraiment mettre en grande difficulté les intervenantes et réfléchir à comment on fait. Et après, par rapport à ta question, Isabelle, je pense qu'il y a un fil qui est tiré là, vers la coopération, vers les partenaires externes, qui peut aller aussi dans la poursuite voilà, de la réflexion vers une évolution de la prestation, mais on n'en est pas encore là. En tout cas, je sais que Patricia, des fois, a évoqué, alors c'est encore loin, mais on peut imaginer, par exemple, à un moment donné, une compétence de soins qui va rentrer dans l'association pour mieux répondre à la difficulté de travailler en coopération avec le SIAD du territoire. Donc, peut-être élargir du coup la prestation de la SAD par d'autres compétences qui répondraient du coup à l'exemple de situation limite qu'a évoqué Patricia. Mais de façon organisée, en ayant recruté ou formé les personnes, etc. Et pas par défaut, finalement. Oui, complètement. De qualité, voilà. Ok, très bien. Nathalie. Et après, on donne la parole à Sandro. Ok, super. Bravo, félicitations, mesdames. Hein, c'est super ce que vous avez fait. Ce que je trouve super intéressant, c'est grâce à votre capacité aujourd'hui à dire non, vous avez révélé vraiment des externalités, comme on dit dans l'EFC, absolument extraordinaires. Ma question, en fait, c'est est-ce que, justement, au niveau du département, au niveau des autorités, au niveau des partenaires territoriaux, vous avez l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience qui se fait par rapport à la valeur réelle des actes, la valeur de vos métiers. Voilà, est-ce qu'il y a cette prise de conscience? Ou est-ce qu'on vous boude un peu en se disant attendez, vous faites plus que la moitié ou les 3/4 du boulot que vous faisiez d'habitude? Oui, d'accord. Non. Enfin, après, là encore, c'est des relations de partenariat en proximité. Nos autorités de tarification, clairement, je trouve pas qu'elles nous oublient. Dans le 64, là, en ce moment, il y a des travaux qui sont initiés par le conseil départemental. Ils appellent ça les assises des métiers. Et donc, il y a plein de groupes de travail qui se réunissent régulièrement sur des sujets comme l'attractivité des métiers, sur les questions de mobilité, sur les questions de QVT, sur tout un tas de sujets. L'idée étant d'en faire, de professionnaliser, d'attirer
et d'aider les services d'aide à domicile à mener à bien leur mission. Donc, je trouve qu'on est plutôt très soutenu ici dans le 64. Ensuite, quand vous demandiez si on était boudé, c'est-à-dire qu'on ne ferait plus que la moitié du travail, ça veut dire si on n'accepte plus de réaliser certaines missions et qu'elles doivent être prises en charge par les soignants, c'est ça que vous entendez ou oui? Voilà. Oui. Vu que vous avez créé en fait d'autres besoins et que vous Ouais. acceptez maintenant de dire non, Oui. vous vous focalisez donc réellement sur votre mission et Oui, non, les plans d'aide sont quand même pas revalorisés, enfin, sont quand même pas revus comme ça aussi rapidement par le conseil départemental. Et aujourd'hui, de toute façon, notre position, elle est assez claire aussi. Nos interventions, elles se font aujourd'hui pour une durée d'1 heure minimale. Donc, parce que sinon, on serait tout le temps sur la route. Et donc, non, je n'ai pas envie de dire que les autorités nous boudent parce que non. Merci beaucoup, Patricia et Aude. Sandro, tu prends le relais? Oui, volontiers. Donc déjà, pas mal de choses ont été abordées dans la discussion. Donc merci beaucoup, Patricia, pour ce témoignage et aussi à Aude. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est déjà l'entrée, en fait. Le fait qu'on est dans une entrée par des questions de prévention des risques professionnels, de santé au travail. Et on voit comment, et là on voit bien cette mécanique, en fait, qui nous conduit vers des dimensions de modèle économique. Alors, toujours à prendre en dynamique, et donc tout, effectivement, n'est pas abordé d'un coup, mais on voit bien comment, en fait, l'entrée par la question de la santé au travail permet de poser la question du travail, donc des spécificités de ce type de métiers qui sont très relationnels, très dans une logique servicielle, et donc derrière, ça pose des questions d'organisation, de management, d'organisation, y compris avec d'autres acteurs, d'interrogation sur le service, la valeur du service, la pertinence du service. Et donc, finalement, en fait, avec cette entrée par la santé au travail, on arrive en fait à dérouler les différentes composantes et les différents enjeux du modèle économique. Et voilà, et je trouve que c'est une bonne illustration, en fait, de cette articulation forte entre les enjeux de modèle économique qui sont aussi des enjeux de travail, donc de santé au travail. Ce qui est particulièrement clair aussi, je trouve, dans l'exposé de Patricia surtout, c'est un changement de statut de ce qu'on appelle en ergonomie l'écart entre le travail prévu, programmé, prescrit et le travail réel, c'est-à-dire l'expérience concrète des professionnels qui sont sur le terrain. Et c'est ce statut-là, en fait, qui change. Parce que l'existence d'un écart entre ce qu'on prévoit et puis ce qui se passe, bon, c'est plutôt bien admis par tout le monde, mais le plus souvent, cet écart, en fait, il est écrasé par une approche de gestionnaire, de management ou de machin qui écrase, en fait, qui ne donne pas de place à cet écart. Et dans un système où ce qui prime, c'est plutôt la nécessité de se conformer aux normes, aux consignes, aux modes de financement, aux règles de financement. Et donc, ce qui met complètement à côté l'expérience des professionnels, avec des répercussions sur leur propre santé, parce que c'est là où on voit émerger toute la problématique des risques psychosociaux, de la souffrance éthique, de professionnels qui ne se reconnaissent plus dans leurs gestes de métier, mais qui posent aussi un problème économique. Et je pense que l'exemple là qu'on a, en fait, ça illustre bien comment, dans cet écart, se situe en fait un enjeu absolument majeur de révélation des besoins et des besoins vitaux en fait pour les bénéficiaires qui sont, ou les besoins surtout dans des activités de service, de relations, et c'est vrai dans la santé, dans l'éducation, dans tous les métiers de la relation de service, où les besoins, ils débordent toujours le cadre d'une prestation, on peut définir sur papier, et surtout organisé voilà, de manière assez majoritaire, comme ça un peu dans des logiques de silo. Donc là, le fait de déjà changer ce statut,
de faire de l'expérience des professionnels en écart avec ce qui était prévu, pas un dysfonctionnement ou un problème qu'il faut corriger ou qu'il faut faire taire, qu'il faut renormaliser, mais au contraire, quelque chose qui a du sens professionnel et qui a aussi potentiellement de la valeur dans la mesure où ça permet aussi de prendre la mesure qu'il y a des besoins auxquels on ne peut pas répondre ou qui demandent aussi des compétences complémentaires dans le champ de la santé mentale ou des soins infirmiers voilà, ou de l'action sociale aussi dans des situations de précarité. Voilà, c'est déjà un changement de regard qui est absolument majeur, je trouve, en fait, dans cette trajectoire, en fait, dans laquelle est engagée Patricia. Et donc, on voit comment, et ça résonne beaucoup, je pense, pour tous les intervenants, un peu inquiets aussi par la question du travail, des conditions de travail, parce que aujourd'hui, les problématiques de santé mentale au travail, de risques psychosociaux sont assez majeures. Les problématiques de pénibilité au travail sont très, très présentes dans tout un tas de secteurs du travail social, de l'action sociale, sanitaire, tout le secteur médico-social. Et donc là, ça permet en fait de prendre la mesure de manière très concrète de la manière dont beaucoup de ces problématiques dites de santé au travail, et réellement aussi de santé au travail, en fait, renvoient à des problèmes de mode de pilotage économique des activités, de ce type d'activités très relationnelles et très servicielles. Et que les situations de pénibilité, qui sont souvent aussi des effets de charge psychique, de souffrance éthique, en fait, sont liées souvent à un mode de pilotage qui ne sait pas reconnaître la spécificité de ces activités dans la relation avec des bénéficiaires, qui sont des personnes entières, en fait, et qu'on ne peut pas découper comme on le fait sur un plan administratif ou par un découpage de métiers. Et donc, l'expérience ordinaire des métiers de la relation, c'est de faire avec aussi des besoins, des attentes, ou parfois même des aspirations des bénéficiaires, des usagers, qui nous débordent, en fait. Et donc, qui demandent un système de pilotage qui apprenne à faire avec ce débordement pour que tout le système ne soit pas débordé par ça. Et je pense que ça, c'est une tension très, très forte aujourd'hui et qui renvoie à une problématique sociétale très importante de ce qu'on appelle les questions de santé au travail et de santé mentale au travail. Donc là, on est vraiment au cœur, en fait, de la compréhension de ce qui se joue dans la nature même des activités relationnelles au regard de la santé des professionnels en lien avec le modèle économique des structures. Voilà. Et donc là, on est effectivement un peu au cœur d'une activité qui est très servicielle et aussi très territorialisée. On a vraiment le cœur même, en fait, de ce qui nous intéresse, par nature même, en fait, de cette activité qui dans l'espace de travail, correspond à l'espace de vie, au domicile des personnes. Donc, on s'inscrit, en fait, dans l'intimité, dans l'espace de vie propre des personnes. Et donc là, on est pris, en fait, dans cette entièreté des conditions de vie des personnes qui résistent, du coup, très fortement à notre habitude un peu de sectoriser, de découper, de segmenter des offres, des prestations. Donc là, c'est vraiment le cœur, en fait, de cette expérience d'une demande des bénéficiaires qui est toujours très globale et très large, et avec une dimension aussi très territorialisée, à travers toute cette logique aussi de redécoupage en secteur où on entend aussi derrière, il y a des enjeux de proximité aussi, qui résonnent avec les questions de pertinence, de cohérence qu'évoquait Aude en tant que ressources immatérielles essentielles pour bien exercer ce métier. Et puis avec la question aussi des déplacements. Alors là, peut-être on le voit moins, mais on sait aussi que c'est des métiers où il y a beaucoup de temps aussi qui est passé dans le déplacement et que le déplacement fait partie intégrante aussi de l'activité de travail. Et donc avec tout un enjeu de connaissance aussi du territoire, des proximités, des services aussi auxquels on peut faire appel en proximité avec le domicile des personnes.
peut-être juste 2 fils comme ça que je tirerais. L'un, c'est plutôt, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette réflexion plutôt interne dans le modèle d'organisation et ce qui est évoqué à plusieurs étages, en fait. C'est un peu aussi le schéma de Aude qui l'exprime. Déjà, Patricia, vous insistez beaucoup sur le rôle de Flora comme quelque chose d'assez innovant et qui a introduit quelque chose de nouveau, qui a une vraie fonction utile et que j'ai entendu aussi comme un rôle intermédiaire, donc d'intermédiation, pour utiliser un mot un peu savant, mais qui est vraiment ce rôle intermédiaire que vous avez évoqué entre la fonction de direction administrative et le terrain, et donc l'espace professionnel. Et ça, c'est intéressant. Aussi, comme fil à tirer, ça veut dire qu'à des moments, il y a des médiations, des intermédiations qui ont besoin ou qui relèvent d'une activité en propre. Ce n'est pas la juxtaposition qui fait la relation. Ce n'est pas en mettant les gens proches qu'elles communiquent mieux, mais il y a tout un espace de traduction d'un langage à un autre langage, d'échelles temporelles très longues avec des échelles de l'immédiateté, avec des enjeux administratifs par rapport à des questions de métier, par rapport à des questions normatives et les questions du réel. C'est des logiques qui sont très hétérogènes, celles qui régissent en fait une fonction de direction et d'administration, et puis celles qui sont inhérentes à l'activité professionnelle. Et donc, ce travail de traduction et d'intermédiation relève bien d'une activité en propre, qui demande aussi des compétences que Flora, visiblement, avait en partie su développer. Et donc, c'est là où voilà, c'est intéressant de montrer, en fait, de repérer que la coopération verticale, ça relève aussi d'une activité, que ça s'anime. Hein. Dit autrement, c'est un peu ce qu'on dit souvent, la coopération n'a rien de spontané. C'est un sacré travail qui demande beaucoup d'efforts, d'écoute, de médiation quand il y a des tensions, des malentendus, revenir sur des choses. Et donc là, on voit cette fonction de Flora comme une vraie fonction d'animation de cette coopération verticale, mais nécessaire, y compris pour construire la coopération horizontale, parce qu'elle a besoin aussi de ce soutien managérial. Et donc, c'est comme ça un rôle qui est tout à fait intéressant comme garant et comme fonction d'animation des conditions de la coopération, qui va avec cette réflexion de la fonction managériale des responsables de secteur, qui sont en fait un peu à l'intersection entre le fait de reconnaître les remontées qui viennent des professionnels, tout en posant des limites. Et donc là, on voit bien cet exercice très délicat, en fait, mais la limite qui est possible dans la mesure aussi où on est à l'écoute, et ça permet de trouver d'autres solutions à ce qui sort de la limite. Parce que, et on l'évoquait aussi dans l'échange qu'on avait eu pour préparer, il n'y a pas pire que poser une limite sans suite. Parce que quand on pose juste une limite, qui n'est pas une limite, mais juste un espèce de veto, d'interdiction, on sait très bien que derrière, les professionnels vont continuer à chercher d'apporter des solutions complémentaires qui ne relèvent pas de leur périmètre. Et alors, le pire, c'est que ça va se faire de manière clandestine, de manière opaque. Et donc, ça sort en fait de la visibilité de la fonction de direction, avec derrière ce qui va poser des problèmes pour les personnes qui vont se mettre en tension, en danger, et avec aussi un manque de visibilité, de lisibilité, donc de capacité à piloter une organisation dans ce que certains appellent un silence organisationnel. C'est-à-dire quand le poids du normatif est trop important, ça construit du silence organisationnel, c'est-à-dire que les choses se font quand même, mais sans le savoir. Et à ce moment-là, ça empêche tout pilotage pertinent. Donc, c'est intéressant du coup de montrer, de voir cette complémentarité entre une fonction managériale qui est à l'écoute, et grâce à l'écoute, ça permet de faire fonctionner des vraies limites, des vraies, c'est-à-dire des effectives, parce que ma limite n'a du sens que dans la mesure où je sais que d'autres vont prendre en charge ce qui me déborde. Voilà. Et la capacité à prendre en charge le débordement dépend de la coopération et donc de cette fonction d'animation de la coopération assumée par Flora. Donc là, c'est tout à fait intéressant, avec du coup aussi un positionnement de direction renouvelé de votre part, mais on voit aussi la direction au sens
plus large aussi de la gouvernance de l'association, qui permet en fait de faire vivre cette écoute, la capacité à apporter des réponses à ce qui remonte, grâce notamment à ce dialogue avec d'autres acteurs dans le territoire qui permettent en fait petit à petit en dynamique. Et on sait bien à quel point ce n'est pas évident hein, de construire ces coopérations avec d'autres acteurs, mais qui en tout cas ouvrent un horizon de transformation et d'évolution du métier et du service rendu aux professionnels, qui permet, j'ai le sentiment aussi d'apaiser beaucoup l'expérience professionnelle des personnes et puis probablement aussi des bénéficiaires. Donc, on voit bien, ce que, en tout cas, moi, j'essaie de lire, c'est effectivement cette dynamique en plusieurs étapes, où c'est d'abord une étape plutôt de réflexion interne qui permet de changer le statut de l'écart de l'expérience du travail réel et d'organiser cette fonction d'écoute, de réflexivité, de coopération interne, et qui permet alors aussi de construire, d'aller chercher des coopérations dans le territoire auprès d'autres acteurs pour du coup élargir le service. Et c'est un peu, je pense, le sens de la question d'Isabelle. On voit progressivement comment l'élargissement du service, ce n'est plus que vous, que l'association, telle ou telle structure, mais c'est aussi voilà, donc quelque chose de plus articulé entre différentes compétences, différents acteurs, qui permet in fine d'apporter plus de services aux usagers, aux bénéficiaires du territoire. Et donc, je terminerai avec le fait que tout cela représente aussi un questionnement très fort, une interpellation très forte des institutions. C'est peut-être aussi un peu en écho à ce que disait Jean-Philippe, c'est-à-dire que ça réinterpelle aussi un certain mode de fonctionnement des institutions organisatrices de ces activités. Et alors, c'est intéressant, dans le langage, Patricia, vous, à plusieurs reprises, vous évoquez les autorités de tarification. Et là, on voit bien à quel point on a dérivé, en fait, où la tutelle publique, qui est garante, qui devrait être avant tout garante de la qualité du service rendu, comme aussi une forme de service public, avec toutes les valeurs que vous évoquiez, hein, de la solidarité, de l'action sociale, de la dignité des personnes. Donc, tout le monde œuvre pour ça, mais on voit bien que d'un point de vue institutionnel, là, on est de plus en plus dans une approche très gestionnaire et très financiarisée, jusqu'à faire que nous-mêmes, on a dans notre bouche ce mot d'autorité de tarification, où la question de la tarification, malheureusement, elle est devenue centrale. Et donc, c'est ça, en fait, qui nous amène aussi à réinterroger le rapport aux institutions. Déjà, je pense, à travers cette coopération territoriale et la possibilité de construire un dialogue entre différents acteurs qui partagent une même perspective et des mêmes problématiques, de savoir porter plus collectivement un autre regard sur ces métiers et sur ces activités vis-à-vis des tutelles. Et donc, c'est porter aussi une réflexion sur la valeur. Et la valeur, ce n'est pas la tarification, ce n'est pas le coût de la masse salariale à l'heure. Et donc, si on peut faire des interventions d'une demi-heure, ça permet de gagner, de machin truc. Voilà, ça, c'est de la petite comptabilité, mais qui ne dit rien des enjeux véritablement économiques à l'échelle du territoire et vis-à-vis des bénéficiaires. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant aussi que petit à petit se constitue un point de vue professionnel qui permet de porter un autre discours sur ce qui fait valeur dans le service à rendre aux habitants d'un territoire, et notamment les personnes en plus grande précarité, ce qui permet ensuite aussi de réinterroger les modèles de financement de ces activités. Et donc là, quand on voit cette innovation très importante de la constitution d'une fonction et d'un métier d'animation de la coopération, tout de suite se pose la question aussi du modèle de financement. Peut-être que ça vaut aussi tout autant que l'intervention en temps productif direct sur le terrain, ça vaut tout autant aussi le fait de financer, de reconnaître, de financer, de professionnaliser ces métiers qui soutiennent la coopération et donc aussi la possibilité d'augmenter le service rendu aux bénéficiaires. Voilà. Et puis derrière, les formes aussi, les dispositifs
qui permettent d'organiser cette coopération à l'échelle territoriale, avec cette question qu'on entend, hein, qui n'est pas du tout réglée pour vous, et ça s'entend complètement. Est-ce que, par exemple, le fait de jouer davantage avec le secteur sanitaire, est-ce qu'on peut trouver des partenariats avec les services existants d'infirmiers à domicile, ou est-ce qu'il vaut mieux intégrer au sein de la structure des compétences d'infirmiers pour... Bon, là, on voit qu'on est sur des modèles d'organisation différents qui renvoient des enjeux aussi de modalités de financement, de facilité plus ou moins importante de coopérer, de structurer des coopérations avec d'autres. Voilà. Donc, je trouve que là, on a vraiment sur la table tous les grands enjeux qui permettent de penser des activités dans voilà, une échelle du territoire, une économie territoriale de ces activités, de l'action sociale et sanitaire et médico-sociale voilà, qui sont tout à fait intéressants en fait à porter, à développer et à faire mûrir. En tout cas, merci beaucoup pour votre apport. Merci Sandro. Patricia, vous voulez réagir? Non, à part vous remercier pour l'écoute que vous avez eue. Et puis, j'ai bien entendu les fils rouges qu'a tiré Monsieur Sandro. Et puis, des sujets vont se discuter à présent avec Aude pour une poursuite d'accompagnement pour nous permettre de continuer, puisque je pense qu'on est dans le... En tout cas, on a pris un chemin et on va continuer de le suivre du mieux qu'on pourra. La question des financements là, que vous évoquez, et c'est vrai que moi j'appelle le conseil départemental comme l'autorité de tarification, mais parce que pendant des années, chaque année, nous étions tarifés en fait, et chaque année, au mois d'octobre, nous devions déposer nos budgets prévisionnels pour ensuite obtenir notre tarif de facturation à nos bénéficiaires. Et que c'est comme ça qu'on a dû négocier des postes. Je vous dis pas d'ailleurs que nous avons pendant quelque temps caché celui de Flora, mais oui, je vous le dis. et qu'à un moment donné, quand ils l'ont vu, nous l'avons expliqué, et ils ont été faciles à convaincre sur la nécessité d'avoir ce type de poste. Et c'est en ça que je vous dis que le conseil départemental du 64 est quand même très en soutien de mon service, en tout cas, hein, des services. Après, il y a des choses qui se jouent nationalement et qui s'imposent à eux aussi. Et ça, je le comprends aussi. Donc, voilà. Ensuite, qu'adviendra-t-il de nos services avec ces ouvertures de branches de soins, ou bien de mise en place de parcours coordonnés? Alors, si on ne met pas en place en notre sein cette branche soins, nous verrons, mais en tout cas, c'est des décisions qui devront se prendre dans l'année à venir, puisque c'est aussi des réformes qui vont s'imposer à nous, que de devenir des services autonomie, et dans lesquels les bénéficiaires devront trouver aussi bien du soin et de l'aide à la vie quotidienne. Donc, c'est une obligation qui se fait au service de soins, qui va se faire au service de soins. Nos services d'aide à domicile sont un petit peu moins sous cette obligation, mais ça pose la question de que deviendront nos services s'ils ne prennent pas ce virage. Donc voilà, on est tout le temps en mouvement, et ça fait le secteur évolue constamment. On parlait du prix tout à l'heure et de l'autorité de tarification, mais enfin, j'ai envie de vous dire quand même, notre tarif, même nos tarifs de facturation aux bénéficiaires aujourd'hui, c'est 30 € de l'heure quasiment. Ça aussi, j'ai envie de dire que ça pose question, parce qu'un bénéficiaire qui a besoin d'une prestation matin, midi et soir à son domicile, c'est 30 € x 3.
ça fait 27, 3 fois 9, 27, ça fait 270 € par jour. Voilà, je trouve que économiquement aussi, le modèle économique, il est complètement dépassé. On est bon. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part que je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Patricia. Aude, est-ce que vous voulez un petit mot ou... Oui? Non? Vous remercier aussi. Vous remercier pour le temps d'échange et d'écoute. Merci beaucoup. Merci Aude, Patricia, Sandro. Merci à tous de votre participation. On ne sait pas encore qui viendra témoigner au mois de juin, mais c'est en cours de préparation. Et donc, écoutez, bonne continuation et puis à très bientôt.